Star, aujourd'hui on se retrouve pour l'iceberg des traumas des dessins animés. Bon, il y en a deux de parties, mais comme celle-là elle dure 42 minutes, je vais faire que la première partie parce que sinon ça va durer 2 heures. Donc c'est parti, c'est lui qui va parler, donc Eldo. Donc déjà je like parce que j'adore tout ce qui est creepy. Donc je vous préviens, ceux qui ont peur des choses glauques, quittez cette vidéo, c'est une prévention, hein, vous inquiétez pas, parce qu'en fait, le problème, ça va vous provoquer des traumas. Oh, dégage. Ça va vous provoquer des traumas. Donc, du coup, c'est parti. Je pense qu'on a tous un dessin animé ou une série qui nous a marqué dans le bon comme dans le mauvais sens. Les gens de ma Ouais, génération, par exemple, la Gen Z, ont connu des dessins animés qui nous ont marqué et qui nous ont laissé une grosse empreinte et un excellent souvenir, en tout cas globalement. Je pense à Scooby-Doo, je pense à Pokémon, je pense à Tom et Jerry et j'en passe plein. Des dessins animés légendaires qui ont forgé notre culture populaire, comme l'avait fait auparavant Goldorak, Dragon Ball ou encore les Chevaliers du Zodiac une génération plus tôt. Si aujourd'hui en revoyant ces dessins animés, on a un fort sentiment de nostalgie, ce n'est pas pour rien. On a tous un dessin animé préféré ou une série préférée. En tout cas, une série ou un dessin animé qui nous a marqué plus que d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mentionner les vôtres dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir d'en discuter. Par exemple, moi, je sais que j'ai deux dessins animés qui m'ont marqué, à savoir Beyblade, Beyblade Metal et Inazuma Eleven. Voilà, les vrais connaissent. D'ailleurs, je pense que j'ai dû débloquer pas mal de souvenirs chez certains d'entre vous. Tornade de feu! bah moi, honnêtement, j'ai eu un coup de cœur, c'était pour... alors, je vais lui répondre. Mon... Ouais, vous avez vu, c'est Gojo, mon truc. Coup de cœur en dessin animé, c'était quoi déjà? C'était pas Ricky Rabbit. Ricky Rabbit, c'était le deuxième. Adventure Time. Voilà. Adventure Time. Vous devez connaître. Dedans, il y a des choses qui sont creepy, mais il y a des choses qui sont bien aussi dans Adventure Time. Voilà. Et je me doute que pour la plupart d'entre vous, c'est la globalité du dessin animé qui vous a marqué et pas forcément un épisode en particulier. Et si à tout hasard, il y avait bel et bien un épisode qui vous a marqué plus qu'un autre. Un épisode qui vous a tellement marqué que vous gardez encore le souvenir de celui-ci aujourd'hui. Ça peut être une image, une thématique et même autre chose. Alors, le phoque, c'est un phoque que vous avez vu. Qui est dans avec le pingouin là, je sais plus le nom du dessin animé, mais vous devez, pour ceux qui le connaissent, le dessin animé avec le pingouin, vous devez vous en douter duquel je parle, mais vous me direz dans les commentaires si vous vous rappelez. Vidéo qui est la première que je fais sur cette chaîne dans le format iceberg, et j'expliquerai plus en détail ce qu'est le concept. On va aborder une sélection Alors, d'épisodes qui... je reprends encore une fois, désolée de recouper. L'iceberg, en fait, il y a à l'extérieur. Vous voyez l'iceberg qu'on voit à l'extérieur de l'océan? Et ben ça, c'est tout ce qui est Google, YouTube et tout qu'on voit d'habitude. Et ce qui est en dessous, c'est dark web, deep web, des trucs dans ce genre. Soit dessins animés ou même séries télé en général qui ont marqué l'audience à leur sortie. Certains épisodes que je vais mentionner dans cette vidéo ont soit été bannis pour du contenu choquant ou une imagerie grotesque pour le public, soit devenus des lost media ou même encore des épisodes avec une thématique profondément déprimante pour un public d'enfants. Le format iceberg, c'est un format qui est très connu sur YouTube, que moi personnellement je connais grâce à Feldup et sa série de vidéos sur les traumas des Gen Z, je pense que beaucoup l'ont vu. L'iceberg que je vais aborder aujourd'hui provient de lui. Alors je connais Feldup, le youtubeur, mais je le connais pas personnellement, hein, je le connais de nom et de vidéos parce que je suis abonnée à sa chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et en passant par là, si vous passez par cette vidéo,
abonnez-vous aussi à cette chaîne-là. J'essaierai de le mentionner si j'y arrive. Et puis voilà. Utilisateur Invincible Elliot sur Reddit. Comprenait à la base une centaine de sujets que j'ai réduit à une cinquantaine après visionnage. Parce que malheureusement, en fait, des épisodes étaient pas forcément dans la bonne thématique, etc., etc. Contrairement au format classique de l'iceberg, donc la surface, etc., etc., celui-ci sera réparti en plusieurs catégories que je vous affiche à l'écran. Alors, il y aura images dérangeantes et effrayantes, désespoir et dépression, abus, racisme et autres topics, décès et deuil, meurtre, menace de mort, suicide, meurtre de masse et génocide. Qui sont en fait des thématiques, donc en fait chaque épisode sera rangé dans une thématique. La plupart, vous vous en doutez, sont assez sombres, donc si jamais vous voulez les passer, il n'y a pas de problème, il y aura des timecodes dans la description. Sachez qu'en dehors de ça, la vidéo coche, j'espère en tout cas, toutes les caractéristiques de l'iceberg. Et si comme moi vous appréciez le concept, je pense que cette vidéo devrait vous plaire. C'est une vidéo qui m'aura demandé énormément d'énergie, énormément de temps, et c'est pour ça que je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à liker et à partager si vraiment vous aimez le contenu et que vous avez envie d'en voir plus, tout simplement. Ça aide au référencement, puis ça aide à faire grandir la chaîne, c'est trop cool. Et c'est vraiment le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter. Installez-vous confortablement puisque cette vidéo risque d'être très longue. Et nous, c'est parti pour l'iceberg des traumas des dessins animés. Qu'est-ce qu'il est devenu, Tommy Shelby? Désolé pour la Confortablement pub. puisque cette vidéo risque d'être très longue. Et nous, c'est parti pour l'iceberg des traumas des dessins animés. Eldorac présente l'iceberg des traumas des dessins animés. Images dérangeantes et effrayantes. Cette première partie de l'iceberg se concentrera surtout sur des épisodes qui nous ont marqués via des images assez choquantes et dérangeantes et qui ont de près ou de loin un aspect purement horrifique et terrifiant pour le jeune public. SpongeBob SquarePants, I Was a Teenage Gary. Bob l'éponge est un dessin animé qui nous a tous marqués étant plus jeunes et qui marque encore les générations actuelles. On peut même dire d'ailleurs sans hésiter que c'est un dessin animé intergénérationnel. Dans un épisode de la saison 1 intitulé I Was a Teenage Gary, Carlo est supposé veiller sur Gary, l'escargot de Bob pendant son absence. Au retour de Bob, Carlo se rend vite compte qu'il ne s'est pas du tout occupé de Gary et on le retrouve dans un état plus que critique. Bob et Carlo vont donc voir le vétérinaire de la ville pour chercher une solution au problème et celui-ci donne à Bob ce qu'on appelle un snail plasma, une sorte de seringue en fait pour, j'en sais rien, réanimer les escargots. Mais Bob étant trop effrayé pour faire du mal à Gary, il décide alors de demander de l'aide à Carlo en le faisant à sa place. Malheureusement, il se trompe de cible et pique finalement Bob avec la seringue, ce qui va donner quelques secondes plus tard ceci. Gary, I'm fine. That's okay. I'm a lefty anyway. Ah, c'est glauque. Now I don't have to buy those new shoes. En fait, ce qui est réellement flippant dans cet extrait, c'est clairement la déformation et le body horror. La scène est juste surréaliste, on voit Bob l'éponge se transformer en escargot, les membres se recroquevillant les uns après les autres, les yeux se transformant petit à petit en antenne, et mine de rien, je comprends que ça fasse peur et que ça choque certains enfants, parce que les déformations, les transformations et le body horror même en général, c'est quelque chose qui est assez efficace en fait sur le jeune public. Et voir ça dans un dessin animé comme Bob l'éponge, je peux comprendre que certains aient pu garder un certain traumatisme. Pingu Dreams. Celui-là, il est assez c'est connu, celui-là. il a déjà été pas mal C'est celui-là, c'est Pingu, le pingouin, voilà. abordé dans certains icebergs, enfin, en tout cas si vous en avez jamais vu, je suis content que ce soit la première fois. Cet épisode de la série Pingu nous montre notre héros en plein rêve après s'être assoupi. On suit alors son aventure, puis au fil de l'épisode, on aperçoit à un moment une silhouette qui se révèle être une sorte de morse. Alors je dis une sorte parce qu'honnêtement, je n'ai jamais vu un morse avec des dents humaines, c'est terrifiant. En fait, on dirait plus un mec qui a mis un masque de morse, c'est terrible. Donc ce morse humanoïde suit notre Pingu qui continue de faire sa petite vie et qui s'amuse jusqu'à ce moment. Ah, Ok, ça fait trop flipper. remettons dans le contexte. Pingu est une série d'animation destinée à la base aux enfants de minimum 3 ans. 3 ans. Et dans une série d'enfants en bas âge, ils décident de mettre cette chose qui est littéralement un screamer. Voilà, faut le dire, c'est pour les enfants, c'est un screamer. Cet épisode a créé derrière une grosse polémique et a même été retiré de l'antenne britannique en 2003 suite à de nombreuses plaintes de certains parents, trouvant ça bien trop choquant pour le jeune public et c'est compréhensible. Et honnêtement, je peux comprendre, il y a qu'à voir la tronche du morse pour se faire un avis. Cat Dog
Diffusée pour la première fois en 1998, Cat Dog est une série d'animation à but humoristique. Je précise humoristique. Où nous suivons les aventures d'un chat et d'un chien qui partagent le même corps. Le dessin animé a tout de même été diffusé pendant un total de 4 saisons et 68 épisodes, et des retours que j'ai pu lire, c'est un dessin animé qui cartonnait à l'époque. Apparemment, la série a d'ailleurs été diffusée sur Nickelodeon et Canal J durant la période de 99 à 2006 en France, mais bizarrement, j'en ai aucun souvenir. Dites-moi si vous avez le souvenir de Chat et Chien, du coup c'est le nom en français. Cependant, la série contient quelques épisodes assez controversés, comme Meet Dog's Friends, que je vais pas aborder dans cette vidéo, mais qui aurait entièrement mérité sa... Alors, dedans, je connais. Et il y a une série il y en a une en particulier qui m'a traumatisée quand j'étais petite. C'est quand le chat devait laver les dents du chien. S'il le montre, c'est cool. Mais s'il le montre pas, je vous expliquerai un peu. Surtout que dans le pareil body horror c'est horrible. Je vous laisse faire vos propres recherches. Ou encore l'épisode Teeth for Two qui est celui que nous allons aborder. Dans cet épisode, nos deux protagonistes se rendent chez le dentiste pour faire un check-out annuel. Le dentiste vérifie dans un premier temps Chien qui semble avoir des dents clean. Il enchaîne ensuite avec Chat qui lui pour le coup a des dents bien plus dégueulasses que son confrère. Chat est terrifié de voir qu'il a une cavité buccale aussi horrible et propose alors à Chien de manger plus sainement et éviter les déboires, car oui, on apprend si jamais que dans l'épisode, si Chien mange des sucreries et de la malbouffe, c'est Chat qui va subir toutes les conséquences. Voilà, j'espère que c'est clair, vous avez le contexte en tête. Chien ne se plie pas à la règle et continue de manger des cochonneries, et c'est alors que Chat emploie alors les grands moyens. Un soir, il se décide de laver les dents de Chien pour que les siennes puissent retrouver leur état normal. La solution semble inefficace. C'est alors que Chat va alors réaliser l'une des choses les plus dégueulasses qui m'est étonné de voir dans un dessin animé pour enfants. L'image est horrible. Chat qui rentre à l'intérieur de Chien, ressortant par sa bouche, ensanglanté et complètement inversé, qui tente d'éliminer toute la malbouffe de l'intérieur. L'image est graphique, explicite et clairement inadaptée pour un jeune public. C'est une scène qui, encore aujourd'hui, traumatise un paquet d'enfants. Et je vous avoue que même moi, en tant qu'adulte, la première fois que j'ai vu cette scène, ça a été, assez surprenant. The Simpsons, Treehouse of Horror. Tout le monde connaît les Simpsons, les Simpsons, j'ai adoré des centaines d'épisodes, tout ça. Simpsons, et une diffusion qui date maintenant de plus d'une trentaine d'années. Je tiens à clapper parce que c'est très honorable. La série est principalement connue pour son humour et ses personnages emblématiques, mais dans ce lot d'épisodes iconiques, on retrouve une série d'épisodes appelés des Treehouse of Horror. Des épisodes plus d'épouvante, notamment diffusés sur la période d'Halloween. Ces épisodes-là sont volontairement plus sombres et plus malsains pour coller à l'ambiance terrifiante de la période de diffusion. Ils sont également fortement inspirés de films d'horreur et de séries d'Halloween comme Ça, L'Exorciste ou encore Poltergeist. Seulement, les Simpsons, ça reste un dessin animé pour enfants, donc c'est assez rare de voir des choses considérées comme trash, comme des décapitations ou encore des meurtres. Mr. Mitty, Mouche Master P. Mr. Mitty est une sitcom américaine diffusée entre 2006 et 2009 et compte un total de 2 saisons. On y suit les aventures de Josh Redgrove et Parker Dinkelman, deux amis qui travaillent dans un fast-food appelé Mr. Mitty. Ils sont habitués à faire les 400 coups ensemble et ça nous donne du coup des épisodes assez animés. Tout en rajoutant d'ailleurs beaucoup d'humour et beaucoup de satire. Dans l'épisode Mouche Master P, Parker est affamé et décide de taper un croc dans le sandwich de Josh. Son collègue le met au défi d'aller manger les sandwichs de personnes au hasard dans le centre commercial, ce que Parker va faire. Il s'exécute, mangeant tout ce qui lui passe sous le nez avant de revenir dans le snack pour y retrouver Josh. Parker aperçoit alors un sandwich qui a clairement une sale tronche. Sauf que vous vous doutez bien qu'avec la tronche du burger, celui-ci était tout sauf comestible et s'avère être totalement pourri. Parker se sent pas bien et commence à manger de plus en plus, et les deux vont même découvrir qu'un ver se balade dans l'estomac de Parker. Josh a alors une idée, faire sortir le ver de force. Et je vous laisse avec la suite. De nouveaux horizons. Je le sens mal. Attendez, là c'est la pub. Original. Capté à l'étranger avec le forfait voyage. 40 gigas disponibles depuis 135 destinations à 15,99€ par mois. Je vous laisse avec la suite.
L'image est assez explicite, les bruits d'agonie de Parker, l'aspect dégueulasse et énorme du verre en font une scène assez efficace et honnêtement assez grossière pour un public d'enfants. L'épisode fut assez controversé et c'est clairement pas la seule chose dans ce cas-là, hein. C'est voilà, ils ont déjà eu leur lot d'épisodes assez choquants et traumatisants. La série Glauque. sera plus tard arrêtée à cause d'une audience très faible et de plusieurs critiques de personnes végétariennes qui protesteront contre la série. Bien que ce soit à la base une série de Muppets, elle est pas directement destinée aux enfants. En fait, d'après les showrunners, et c'est d'ailleurs ce qui va faire que la série a une mauvaise réputation, c'est qu'en fait, malheureusement, les couleurs, les Muppets, donc en gros tout ce qui est utilisé comme artifice, c'est généralement des artifices qu'on utilise dans les dessins animés pour enfants. Donc voilà, ça indique directement en fait un paysage enfantin. Steven Universe, Cat Fingers. Ce genre d'épisode, c'est vraiment le cursed par excellence. Genre vraiment Steven l'esthétique cursed. Universe, Mais c'est pas c'est du cursed trop genre bien. vraiment vénère et effrayant, c'est vraiment le cursed mignon. Pour ceux qui ne connaissent pas Steven Universe, c'est un dessin animé assez récent, en vrai dire, puisque le dernier épisode en fait remonte à 2019. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les 5 saisons sur Netflix si vous souhaitez les regarder, je vous encourage fortement à aller les voir. Dans l'épisode Cat Fingers, Steven tente une métamorphose mais ne réussit qu'à transformer ses doigts en chat. Bon, comme l'intitulé de l'épisode finalement. Vous l'avez compris, de toute façon, rien qu'au synopsis, ça va dans tous les sens. Au fil de l'épisode, la transformation de Steven va s'accentuer, se transformant petit à petit en une créature vraiment bizarre et difforme. C'est peut-être vraiment la vraie chose horrifique de cet épisode. Un peu à l'image d'Akira, hein, quand je parlais des body horror, c'est vraiment ça comme exemple. Et ça reste quand même une scène assez impressionnante pour un jeune public. Même si ça reste, des chats. Donald Duck, Der Führer's Face. Je pense que vous l'avez compris rien qu'au titre, mais cet épisode est sujet à d'énormes controverses. Der Führer's Face sera la seule exception de cet iceberg puisque ce n'est pas un épisode, mais bien un film. Certes, celui-ci dure 8 minutes, ce qui en fait donc un court-métrage plus qu'autre chose, mais il n'en reste pas moins qu'un film. Celui-ci est sorti en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et se veut comme une critique et une caricature du Troisième Reich. Par conséquent, un film propagande pour les États-Unis. Dans l'idée, le film n'a rien de choquant à proprement parler, il critique vulgairement le régime en place à ce moment-là, et ce qui en fait aujourd'hui un film assez culte, c'est la figure principale utilisée, à savoir Donald Duck. Donald, à ce moment-là, c'est un personnage très important de l'univers Disney, et à l'époque, voir un personnage comme le sien être au centre d'un film propagande, c'est assez étonnant de la part de Disney. L'œuvre recevra tout de même un Oscar du meilleur film d'animation, et malgré les censures, il reste aujourd'hui l'un des films les plus importants de son époque. Pokémon, The Legend of Dratini. Pokémon, c'est le dessin animé qui nous a tous bercés au moins une fois quand on était plus jeune. Ces créatures uniques en leur genre, des combats d'anthologie et des personnages plus qu'iconiques. Sacha, Pikachu, Pierre, ils nous ont tous marqués petits. Et Pokémon, sauf pour de certains cas, c'est globalement un dessin animé qui est tourné vers les enfants. Les épisodes sont donc relativement soft et mignons dans la majorité des cas, sauf pour un épisode en particulier. The Legend of Dratini est un épisode sorti en 1997 au Japon qui suit les aventures de Sacha, combattant comme à son habitude la Team Rocket. Sur leur chemin, les héros croisent la route d'un certain Mr. Kaiser qui est à la recherche de Dratini, un Pokémon de type dragon. Sauf que vous allez voir que les méthodes entreprises par Mr. Kaiser sont relativement, très douteuses, hein. If you're just here to annoy the Pokemon with that dreadful singing, then leave. We're here to catch the Pokemon. Poachers, are you? Vous ne rêvez pas, le type a littéralement sorti un flingue, l'a pointé sur Sacha, voilà, en le menaçant. Un putain de flingue. L'épisode a eu énormément de controverses à sa sortie, tu m'étonnes, et fut d'ailleurs banni aux USA, ce qui est très surprenant. Bah alors les Américains, on a peur des armes? Alors si je ne dis pas de bêtises, l'épisode n'est d'ailleurs jamais sorti aux US et jamais ressorti au Japon derrière, dû à son contenu extrêmement choquant, je pense, quand même. Le problème, c'est que vous allez voir que ce n'est pas la seule chose perturbante de l'épisode, puisque plus tard, le groupe va tomber sur la Team Rocket, qui se feront littéralement tirer dessus par Monsieur Kaiser. Ils le menaceront même avec sa propre arme en lui mettant son pistolet sur la tempe. Je rappelle que c'est toujours un dessin animé pour enfants. Et Miaou se déguisera même en... vous avez compris un petit peu la dégaine. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment l'un des épisodes de Pokémon les plus what the fuck. Hein, J'avoue. Ça n'a aucun sens. Puisque personne, en fait, arrive à comprendre comment les showrunners de la série ont pu laisser passer ça. Que ce soit dans l'écriture, dans les... Enfin, il y a rien qui va. Voilà, comment c'est possible? Et vous allez voir que c'est pas la seule et unique fois qu'on va parler de Pokémon dans cet iceberg. Sesame Street, épisode 847. Si vous vous intéressez aux Lost Media en général, vous devez probablement connaître la série Sesame Street, du moins cet épisode en particulier. L'épisode est devenu très célèbre, pas seulement parce qu'il a été un Lost Media pendant de nombreuses années, mais surtout le pourquoi du comment il l'a été. L'épisode 847 donc de Sesame Street nous met en lumière le personnage de la Wicked Witch, une sorcière sournoise et mesquine qui s'amuse à tourmenter le personnage principal de l'épisode,
David. Tout comme le précédent épisode avec Pokémon, il a été rapidement retiré de la diffusion. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que les parents des enfants qui ont vu l'épisode ont jugé que les différents cris et rires de la sorcière étaient bien trop terrifiants. Pendant plus de 40 ans, l'épisode restera un lost media et personne n'arrivera à mettre la main dessus jusqu'à ce qu'un utilisateur de Reddit mette en ligne l'épisode entier sans prévenir personne. De plus, la sorcière qui apparaît dans l'épisode vient directement du célèbre film Le Magicien d'Oz sorti en 1939 et qui sera unanimement considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire. Elle y incarne du coup le même personnage qu'il y a 37 ans, à savoir la sorcière de l'Est, et c'est en fait une demande particulière du réalisateur de l'épisode, Robert Mirum, qui était très fan en fait de l'actrice et de son personnage. Du coup, je vais me répéter, mais je vous encourage vraiment à aller voir l'épisode parce que bah voilà, je trouve que c'est quand même un bout d'internet très cool et surtout un bout des Lost Media qui est quand même assez intéressant à aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas. SpongeBob in Random Land. Cet épisode de Bob l'éponge, je le connaissais pas avant de mes recherches pour cet iceberg, et j'avoue que ça a été une giga surprise. Dans cet épisode, SpongeBob in Random Land, on y retrouve Bob et Carlo dans un endroit appelé Random Land, qui, comme son nom l'indique, est un endroit aux formes et aux événements totalement aléatoires. Ils y sont de base en mission pour Mr. Krabs et vont à un moment dans l'épisode se retrouver face à différentes portes qui vont apparaître. Carlo est désigné pour être la personne qui va ouvrir ces portes et découvre donc des versions alternatives de lui-même, toutes très dérangeantes d'ailleurs. Il en ouvre plusieurs jusqu'à tomber sur une, et en l'ouvrant il découvre que la porte donne sur une chambre vide. Celle-ci est dans le noir, quand soudain... Putain! Soudain... Ce visage terrifiant apparaît. Les habitués de Creepypasta auront reconnu la référence. Cette version de Carlo est en fait une référence directe à la Creepypasta Squidward Side. Ouah, super. Le de Carlo, qui viendrait dans les grandes lignes d'un épisode banni de Bob l'éponge qui s'appellerait Red Mist, où on verrait Carlo avoir une sévère dépression, le conduisant à se donner la mort à la fin. On y découvre alors un Carlo avec les yeux rouges ensanglantés, le regard vide et semblant être tout simplement mort. Rassurez-vous, c'est une Creepypasta, rien n'est vrai, voilà, l'épisode n'est pas réel. Cependant, l'apparition dans l'épisode de Bob l'éponge, bah celle-là elle est bien réelle. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une référence directe à cette célèbre Creepypasta, et d'ailleurs elle sera vite remplacée à cause du fait que l'image en elle-même est quand même assez angoissante pour un public d'enfants, et même considérée d'ailleurs comme un screamer pour certains, ce qui est en soi très logique. Codename Kids Next Door, Operation Pink Eye. Revenons à du pur trauma bien cursed avec un dessin animé appelé Codename Kids Next Door. C'est un dessin animé diffusé entre 2002 et 2008 sur Cartoon Network et qui met en scène différents groupes d'enfants se battant contre des adolescents et adultes voulant contrôler le monde à l'aide de technologies. Ah mais pour oui, rester je connais. anonyme, en fait, ils utiliseront différents noms de code et tous ces groupes feront partie de la même structure, l'organisation Kids Next Door. Durant l'épisode Operation Pink Eye, sorti en 2004, OG alias Number 2, j'adore les noms, ça me fume. Non, c'est même pas Number 2. OG alias Number 2 enquête sur une épidémie de conjonctivite dans son école. En avançant dans l'épisode, il découvre que cette épidémie vient en fait d'un crumble aux pommes créé par l'infirmière Claiborne, ancienne infirmière en fait de l'école où sont les Kids Next Door. Sauf qu'en entrant dans une salle, OG découvre que ces fameux crumbles sont faits à partir d'œufs broyés par ce qu'on appelle le Pink Eye, cette fameuse conjonctivite que l'infirmière transformera pour l'incorporer dans son crumble. L'image est profondément dégueulasse, on y voit des enfants se faire littéralement arracher les yeux pour être transformés en dessert derrière. L'épisode qui était déjà pourtant très sombre dans sa globalité se rajoute un côté malsain et dérangeant, avec ce final qui en a traumatisé plus d'un, de ce que j'ai pu voir d'ailleurs de divers commentaires. Pokémon Cyber Soldier Porygon. Probablement l'un des épisodes les plus tristement célèbres de la série. Un épisode qui reste quand même très connu si vous vous intéressez aux épisodes bannis des dessins animés, pas pour un screamer ou une thématique particulière, mais bien pour une scène. Et du coup vous allez me dire pourquoi est-ce que cet épisode est aussi mal vu? Et bien parce qu'il a littéralement créé une centaine de crises d'épilepsie chez une centaine d'enfants au Japon. Ah bah je suis épileptique justement. Why more than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. À cause de ce truc. Je vous mets bien sûr l'épisode au ralenti pour éviter tous les soucis, mais en gros ce sont des flashs bleus et rouges extrêmement rapides. L'épisode n'est sorti qu'au Japon, il n'y a jamais eu de sortie en fait à l'international, à cause de cette scène en particulier, et d'ailleurs l'épisode a été retiré de la diffusion vraiment dans la foulée. Courage the Cowardly Dog, Courage in the Big Stinking City. Courage le chien froussard, c'est un dessin animé qu'on va enfin aborder dans cet iceberg, et en plus avec un épisode assez surprenant et traumatisant, vous allez voir. Puisqu'à l'instar de l'épisode avec le Squidward Suicide, c'est un épisode qui contient également un screamer. Dans cet épisode, Courage se retrouve à un moment dans une maison abandonnée où il est à la recherche de quelque chose et se met donc à ouvrir chacune des portes pour chercher de l'aide et du réconfort. Malheureusement, il a la malchance de tomber à chaque fois sur un monstre absolument abominable. Il continue son bout de chemin avant d'ouvrir une énième porte et il voit cette fois-ci une jeune fille de dos semblant jouer du violon. Courage est enfin rassuré et essaye de communiquer avec elle quand soudain...
La fille a en fait un visage cauchemardesque qui terrorise Courage, et également à l'époque de sa sortie à un bon nombre d'enfants. J'ai réellement hésité à mettre Courage dans cet iceberg, étant donné que le dessin animé ne se revendique pas forcément pour les enfants, dû à de nombreuses abominations que tu peux retrouver dans la série. L'une des plus connues étant le Bugle Monster qui en a terrorisé plus d'un. Enfin, je veux dire, regardez ce truc, c'est abominable quoi. Mais ça Ouais, reste quand j'avoue. même l'un des dessins animés phares de sa génération, et la majorité des gens en gardent quand même un excellent souvenir. Nous voilà donc à la fin de cette première partie. J'espère que vous êtes quand même toujours là et que vous n'avez pas quitté la vidéo, s'il vous plaît. Parce que vous allez voir que de toute manière, plus on va avancer dans l'iceberg, plus on va descendre, plus les épisodes seront dérangeants et sombres. Désespoir et dépression. Vous l'avez compris ou non, on va aborder cette fois-ci des thématiques, donc des thématiques bien précises, et on va commencer avec quelque chose voilà, d'assez peu joyeux. Hein. De toute façon, vous allez voir que même les prochaines, elles seront pas très joyeuses, quoi. On va parler de sujets plutôt explicites et subtils pour certains, tels que la dépression ou même les états dépressifs et de désespoir en général. C'est des sujets, comme pour beaucoup d'ailleurs, pour les prochains, sont assez durs, donc si jamais vous êtes, sensible par rapport à ça, n'hésitez pas d'ailleurs à skip. Voilà, vous avez le timecode comme j'ai dit dans la description, et vous en avez même un qui s'affiche là, que vous forcez pas à regarder si jamais vous voyez que c'est trop compliqué. Et j'insiste vraiment là-dessus, j'ai pas envie qu'on rigole avec ça. Sinon pour les autres, bienvenue, installez-vous encore une fois dans cette deuxième partie. SpongeBob SpongeHenge. Oui, je sais ce que vous allez me dire, encore Bob l'éponge. Hein. En même temps, c'est pas ma faute, ils sont tous pétés de la caisse. Dans l'épisode SpongeHenge, qui se trouve être une référence directe à Stonehenge en Angleterre, on y découvre que Bob peut attirer les méduses avec son corps, plus particulièrement avec les trous qu'il a, quoi. Apparemment, c'est une mélodie que les méduses ont l'air d'aimer, puisqu'elles sont totalement, en fait, addictes à ça. Bon, ça commence très bien, vous allez me dire. Et ces mêmes méduses vont d'ailleurs forcer Bob à rester cloîtré chez lui pour profiter, littéralement, de lui. Au fil de l'épisode, elles lui monteront la tête petit à petit, d'abord contre Mr. Krabs, puis contre son ami Patrick, et après ça, elles inciteront Bob à se réfugier dans une grotte, et il y restera pour de nombreuses années, devenant peu à peu complètement fou et construisant carrément des statues en pierre de lui-même, avec qui discuter. Il construit ensuite des versions grandeur nature de lui-même, pour que les méduses puissent continuer de profiter de sa musique. Mais Bob, se sentant de plus en plus seul, il décida de retourner en fait à Bikini Bottom pour retrouver ses amis qu'il n'a pas vus depuis, je le rappelle, des années. Seulement, arrivé là-bas, tout semble désert, avec des allures de fin du monde. La ville entière a totalement disparu, y compris ses habitants. Bob est alors seul, devant errer jusqu'à sa mort, sans aucun moyen de retrouver ses proches. De nombreuses théories tournent autour de cet épisode pour savoir s'il est canon avec la série ou pas. Si c'est le cas, il semblerait du coup que ce soit le dernier épisode de la série, mais encore une fois, c'est un débat et c'est compliqué de savoir des vrais du faux, quoi. Il n'empêche que ça reste dommage l'un si des c'est le épisodes dernier les plus épisode. déprimants de la série. Vous pensiez que Oh, c'était fais chier! 2 tranches de raclette du En plus, Massif il y a 2 Central, pubs. une sauce fromagère crémeuse. La saison de la raclette, on n'avait pas envie qu'elle s'arrête chez McDo. Padapapapam. Avec les nouvelles catégories Vinted, vous pouvez acheter toutes sortes d'articles. Vous le voulez? Achetez-le Tu sur te Vinted. chutes. De la série. South Park, You're Getting Old. South Park, c'est une Oh, série que je South pense tout le monde Park, connaît. ça Pas vous faire fait une grosse longtemps. rétrospective de ce qu'est la série, mais bon, vous avez bien compris, 328 épisodes, c'est l'une des séries les plus iconiques de l'histoire. On y suit un groupe d'enfants tous déjantés les uns que les autres qui vivent des aventures différentes à chaque épisode. Dans l'épisode intitulé You're Getting Old, on y suit Stan fêtant son 10e anniversaire. Il reçoit alors en cadeau un CD d'un groupe de musique, seulement sa mère considérant que le groupe est, je cite, merdique, elle lui confisque le CD. Stan prend alors l'initiative d'écouter en cachette l'œuvre et s'aperçoit que c'est en effet de la merde, puisque c'est littéralement des bruits de défécation. Bienvenue dans South Park. Suite à ça, il va se rendre compte que tout ce qui l'entoure, les choses qu'il aime, les choses qui le passionnaient sont en fait ringards, même ses amis commencent à devenir ringards à ses yeux, et commence à nous faire une crise existentielle. Il ira même jusqu'à voir un médecin, mais celui-ci va être très direct avec lui, et va tout simplement lui dire que c'est ça, de grandir. La fin de l'épisode, il montre Stan réfléchissant à sa vie en remettant tout ce qui l'entoure en question. L'épisode est particulier puisqu'il a ce côté extrêmement décalé de South Park où ça parle de pipi caca quoi, et à côté une morale très sérieuse avec une fin assez déprimante qui nous fait comprendre que grandir est une étape qu'il est naturel de franchir. Bluey Sleepy Time. Bluey est une série d'animation pour les tout petits, sortie en 2018 et comprenant à l'heure actuelle 3 saisons. C'est une série qui est globalement très joyeuse et très orientée pour le très jeune public, avec donc très peu de contenu compromettant. L'épisode dont je vais vous parler là est l'un des rares épisodes dans cet iceberg qui a surtout un message touchant et une approche douce et mignonne. À l'inverse d'autres épisodes plus choquants de l'iceberg, celui-ci est particulièrement touchant et m'a même affecté du haut de mes 23 ans. Et je pensais réellement pas qu'un épisode allait autant m'affecter comme ça, mais pas dans le sens négatif, vous allez voir.
Dans l'épisode Sleepy Time, on y voit les différents protagonistes dans un sommeil profond. On y découvre alors le très jeune personnage de Bingo qui se met à rêver. Elle se voit dans l'espace accompagnée par son doudou et les deux se mettent à voler librement à travers le cosmos. Peu après ça, on découvre une planète avec des anneaux qui se révèlent être des anneaux composés de peluches. Ces peluches invitent alors celle de Bingo à les rejoindre et une dernière communion se fait entre elle et sa douce peluche. Celle-ci rejoint alors sa famille, laissant Bingo seule, triste et profondément abandonnée. Elle est ensuite projetée à l'aide d'une comète et finit par s'accrocher à un rocher. Face au soleil, elle reconnaît une voix qui lui dit qu'elle sera toujours là pour elle et on découvrira plus tard qu'il s'agit en fait de sa maman qui lui fera un gros câlin et l'épisode se terminera à ce moment-là. Comme je vous ai dit, c'est vraiment surtout un épisode touchant que terrifiant. C'est surtout en fait la personnification qui est importante dans cet épisode puisque on est là sur la personnification de l'abandon et de la solitude. Ici, c'est bien métaphoré par le rêve et raconté d'une manière à faire comprendre aux enfants qu'il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur eux. Ce qui renforce, je trouve, l'aura de cet épisode, et c'est quelque chose que j'ai pas mal relevé dans les commentaires en faisant mes recherches, c'est sa musique. La musique fait 90% de la séquence. Les notes sont relativement douces, rassurantes et globalement reposantes, ce qui aide énormément à ce que la séquence ne soit pas vue comme quelque chose de négatif. Je vous encourage vraiment à aller voir l'épisode et à vous plonger notamment dans cette séquence parce que je trouve que c'est une séquence qui est magnifique, qui mérite le coup d'œil. SpongeBob Gone. Quatrième et pas la dernière mention de Bob l'éponge dans cet iceberg. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un épisode intitulé Gone. L'épisode est assez particulier parce que c'est un épisode en fait tourné de manière humoristique, mais avec un fond super déprimant. Bob l'éponge se réveille un matin et il découvre que ses amis, ses voisins, Gary et tous les habitants de Bikini Bottom ont disparu. Durant tout l'épisode, Bob cherchera à perpétuer le quotidien des habitants de la ville et continuera de garder Bikini Bottom en vie seul. Ce qui fait en fait que cet épisode est dans cet iceberg, c'est surtout sa thématique en fait. L'épisode est assez similaire au premier qu'on a abordé dans cette deuxième partie, à savoir qu'ils ont tous les deux un thème en commun, l'abandon. La peur de l'abandon, je l'ai pas énormément mentionné dans cette vidéo, peut-être éventuellement avec Bluey juste avant, mais c'est quelque chose qui est réel et qui, d'après les psychanalystes et les psychiatres, est considéré comme une véritable maladie. Et moi, je l'ai, cette maladie, la peur de l'abandon. Ça fait partie, en fait, de mes TPB. En fait, TPB, c'est ce que je vous ai expliqué, les troubles de la personnalité borderline. Et ben, dedans ces troubles, il y a la peur de l'abandon. Et c'est ce que j'aime, moi. Souvent, je fais des cauchemars où je me sens seule. Ou bien, là, récemment, j'ai fait un cauchemar où mon chéri me trompait. J'étais pas bien, je l'ai dit à mon chéri, j'ai dit je veux pas que tu m'abandonnes et tout, et il m'a rassurée parce que en fait j'ai pas envie qu'on m'abandonne encore une fois. L'abandonnisme ou névrose de l'abandon, c'est un terme qui catégorise des patients qui ont une peur drastique de l'abandon et qui nécessite généralement un besoin de sécurité. C'est un syndrome qui n'est pas à prendre à la légère puisque les personnes atteintes de cette maladie en souffrent réellement. Et je vous assure que d'expérience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Si vous êtes d'ailleurs dans cette situation, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet-là en commentaire. Ça me ferait super plaisir déjà de lire vos témoignages. De toute manière, l'espace commentaire est fait pour ça, vraiment n'hésitez pas. C'est la fin de cette partie 2, on continue encore plus bas dans cet iceberg où la lumière commence à disparaître petit à petit et où les sujets seront de plus en plus, sérieux et beaucoup moins amusants. Abus, racisme et autres topics. Nous voilà donc dans cette troisième partie de l'iceberg. Celle-ci sera légèrement différente des autres puisqu'on va surtout aborder en fait plusieurs thématiques qui n'ont pas forcément de lien en fait entre elles, mais qui sont assez importantes à, je trouve, en tout cas aborder. Là où la précédente en fait avait des sujets qui se rejoignaient comme l'abandon, la solitude, la dépression, etc. Là vous allez voir que les sujets ça va partir vraiment dans tous les sens, mais c'est vraiment indépendant. Full House, Silence is not golden. Pour ce premier sujet, on attaque un gros morceau avec la série Full House. Full House, c'est une sitcom américaine très populaire des années 90. Cette série est connue notamment pour son humour et sa légèreté. On est en plein en fait dans la mode des sitcoms américaines avec des exemples très connus comme Ma famille d'abord ou Le Prince de Bel-Air, qu'on abordera d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. Et je pense que vous avez tous déjà vu ce générique ou même entendu ne serait-ce que la musique. Dans l'épisode de la saison 6 intitulé Silence is not golden, le personnage de Stéphanie est en conflit avec son ennemi juré et son bully, Charles. Après une altercation en classe, les deux enfants se retrouvent au domicile de Stéphanie. Et Charles va se confier sur une chose qui va totalement changer la tournure de l'épisode. Il lui fait comprendre qu'il subit littéralement des violences et des abus de la part de son père. La tournure de l'épisode est assez sombre, et l'épisode dans sa globalité est assez dur à regarder dans le cadre d'un programme familial. Par la suite, on apprendra que Charles n'est pas retourné à l'école de toute la semaine, et Stéphanie commencera réellement à s'inquiéter et fera tout son possible pour aider le jeune homme. C'est à la fin
fin de l'épisode qu'on apprendra que Charles a été finalement pris par les services sociaux et on se doute que son père fut condamné derrière. L'épisode est rude dans sa manière d'aborder les violences faites aux enfants et c'est souvent le schéma utilisé par les showrunners pour faire passer un message clair et précis. Une nouvelle fois, je vous invite à aller voir l'épisode en entier parce que c'est très bien raconté, très intéressant, très bien narré et surtout c'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère, les violences faites aux enfants, que ce soit même violence conjugale aux enfants ou même... Oh, foutu pub! J'aimerais tant le savoir maintenant. Essayez Clear Blue. Si sensible que vous pouvez faire le test avant la date prévue Et en de vos plus, règles. c'est une test de... Clear Blue. Clair et précoce. We promised our fans that we'd be back. C'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère, les violences faites aux enfants, que ce soit même violence conjugale aux enfants ou même aux animaux. Static Shock, Sons of the Father. Souvent, quand on parle de sujets controversés dans les médias, dans les séries, dans les dessins animés, etc., il y a souvent un sujet qui revient sur la table, le racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui peut être dénoncé de plein de manières différentes et qui peut être mis en lumière de manière plus subtile ou à l'inverse, plus brute. Dans le cas de l'épisode que je vais aborder là, on est sur un gros entre-deux. Dans l'épisode Sons of the Fathers de la série d'animation Static Shock, Richie invite son ami Virgile chez lui pour la nuit. Cependant, au fil de la soirée, le père de Richie se trouvera être profondément négligent à l'égard de Virgile, n'hésitant pas à avoir un discours ouvertement raciste et conservateur par moments. And now I see why Richie acts like a hood, Maggie. That kid's a bad influence. All his kind are. Keep your voice down. It's bad enough I gotta deal with them all day long. Now one of them's in my house. Par la suite, Virgile rentrera chez lui laissant Richie dans une colère noire vis-à-vis de son père. Le père de Virgile viendra le rassurer en lui disant qu'il ne peut rien changer à la vision qu'a le père de son ami à son égard. L'épisode est très explicite dans son contenu et dans ses propos et c'est personnellement la première fois que je vois le sujet être abordé dans une série d'animation d'une manière aussi brute mais pourtant très efficace. L'image du père conservateur critiquant l'ami de son fils en dénonçant d'énormes clichés est très bien représentée et l'épisode envoie un message fort et préventif au jeune public. L'épisode est d'ailleurs sorti le 9 décembre 2000, un jour avant ma naissance, littéralement. Soit il y a presque 24 ans, je tenais sincèrement à le mettre dans cet iceberg parce que c'est un sujet qui est encore aujourd'hui beaucoup trop présent. Smart Guy, Strangers on the Net. Dans l'épisode Strangers on the Net de la série Smart Guy, TJ, le héros, demande à son père de lui acheter un jeu vidéo. Celui-ci refuse direct et TJ cherche alors un stratagème pour avoir des jeux vidéo moins chers. Il tombe alors sur un site d'achat-revente et va alors dans le forum destiné aux enfants. TJ tombe alors sur le profil d'un utilisateur, Marky412, qui vend plusieurs jeux à un prix vraiment dérisoire. TJ envoie alors un message à cet utilisateur pour qu'ils se rencontrent afin d'acheter ces jeux. Accompagné de son amie Karen, les deux enfants empruntent de l'argent à la famille de TJ et se rendent sur le lieu de rendez-vous. Une sorte de diner américain typique. Les deux amis se mettent alors à chercher l'utilisateur en observant tous les enfants aux alentours, quand un adulte les interpelle et leur indique que c'est bien lui, Marky412. Les enfants sont d'abord très surpris, très méfiants, mais le monsieur installe alors une ambiance conviviale qui rassure les deux enfants. L'échange se fait et tout le monde rentre chez soi. En partant, l'homme précise à TJ de ne pas en parler à son père, en lui faisant comprendre que ce qu'il fait n'est pas forcément légal, l'achat-revente de jeu, ce que TJ comprend totalement. Le lendemain, TJ et Karen jouent sur le jeu fraîchement acheté et ils reçoivent à nouveau un message de Marky412. Celui-ci les invite dans sa salle de jeu personnelle chez lui. Les enfants se disent alors que c'est une bonne idée et empruntent une fois de plus de l'argent pour se rendre chez l'homme. Une fois arrivés sur place, les deux enfants découvrent alors un espace rempli de jeux vidéo et d'objets geeks. L'homme indique à TJ un endroit dans la pièce avec une planche de surf et avec un fond bleu, donc TJ comprend rapidement que c'est pour incruster des images derrière, et il se met à surfer et passe un très bon moment. C'est ensuite au tour de Karen qui prend place et qui s'amuse également quand soudain l'homme va se retrouver à faire une demande très particulière aux deux enfants. Il indique que les enfants n'ont pas forcément la tenue adaptée pour surfer et donc ne peuvent pas complètement être dans l'immersion. TJ est d'accord avec ça et indique qu'il leur faut une combinaison, mais l'homme est timidement d'accord avec le jeune homme et propose alors une autre solution. Que les enfants se déshabillent pour se mettre en sous-vêtements et stop. J'ai rarement eu ce sentiment devant un épisode de série télé, alors c'est peut-être rien pour vous, mais je vous jure que le contexte, quand tu comprends de quoi est capable la personne, tout de suite ça change en fait toute la tournure de l'épisode. Je l'ai pas vu en entier. J'arrive pas à finir. À ce moment-là, je me suis réellement demandé si j'allais aborder ce passage ou pas. Tant le sujet est difficile, mais c'est une tragédie que beaucoup ont subie et je considère que c'est quelque chose qui doit être abordé. Par la suite de l'épisode, TJ refuse donc toutes les propositions de l'homme qui insiste en montrant des photos d'une précédente enfant qui s'est essayée au test. TJ sent le danger arriver et incite Karen à y aller. L'homme insiste pour que les enfants restent, mais le jeune homme a pris sa décision. Karen, quant à elle, ne voit pas le danger et l'homme en profite pour
essayer de la faire rester. TJ refuse pour elle et les deux enfants rentrent chez eux. Une fois à la maison, le jeune homme est encore traumatisé de ce qui lui est arrivé et son père sent que quelque chose le tourmente. Il lui fait alors cracher le morceau et le jeune homme révèle tout à son père. Plus tard, on apprendra que l'homme en question a été arrêté et était bien connu des services de police. C'est personnellement la première fois que je vois la pédophilie abordée dans une série télé ou même dans une sitcom en plus. Et il n'y a pas à dire, quand c'est bien narré, c'est, je trouve, assez efficace et c'est véritablement terrifiant. Little House on the Prairie, Sylvia. La petite maison dans la prairie, c'est l'une des séries les plus connues de l'histoire de la télévision. La série s'étale sur 9 ans, comportant 9 saisons, de 74 à 83, et plus de 204 épisodes. Elle est connue comme étant une série familiale, passant généralement à des horaires adaptés aux familles, et ça en fait également l'un des plus grands succès de l'histoire de la télévision. En 1981, un épisode en 2 parties fait son apparition à la télé, appelé Sylvia. L'épisode commence avec un groupe de jeunes regardant à travers la fenêtre de la chambre d'une fille nommée Sylvia. Peu après ça, le père, très remonté de la situation, ira confronter sa fille qui pense qu'elle joue de ses atouts d'adolescente pour attirer les hommes. Je rappelle qu'elle est censée avoir 12 ans. Comprenant que ce qui gêne c'est sa puberté, elle mettra tout en œuvre pour que ce soit le moins visible possible. À l'école, elle retrouvera Albert, le garçon dont elle est amoureuse, un amour qui est totalement réciproque, et les deux jeunes se promettent de se retrouver plus tard après les cours. En fin d'après-midi, Sylvia se retrouve seule en pleine forêt en train de cueillir quelques fleurs, mais au fur et à mesure de cette cueillette, elle entend quelques bruits venant des bois. Sylvia marche alors dans leur direction, quand soudain... Je vous préviens tout de suite, la suite de l'épisode est particulièrement violente. Dans la soirée, les heures passent, le père de Sylvia attend toujours le retour de sa fille, quand soudain quelqu'un toque à la porte. Il ouvre et découvre sa fille dans un état catastrophique. Traumatisé, on découvre que Sylvia s'est faite sexuellement agresser dans les bois par la personne qui l'avait tentée. Le père est sous le choc, mais a une réaction assez particulière. En effet, il explique à sa fille que cette chose ne doit pas se savoir au risque d'entacher la réputation de sa famille. Dans une certaine époque, avec d'autres mœurs, au fil de l'épisode, on sent que le père protège sa fille, l'empêchant petit à petit de voir son petit copain Albert. On voit également son état se détériorer, on apprendra par la suite que Sylvia est en fait enceinte, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de qui elle est enceinte. L'épisode se termine sur le père de Sylvia, choqué et déboussolé par la nouvelle, qui cherche à accuser sa fille plutôt que de lui venir en aide. Cet épisode est possiblement l'épisode le plus violent que j'ai pu aborder jusqu'à présent dans cet iceberg. Certains commentaires parlent du côté cru et réel de la situation et d'à quel point à l'époque les mœurs étaient très différents d'aujourd'hui. Les pères de famille cherchaient surtout à protéger leur honneur plutôt que à protéger les membres de leur famille. Le deuxième épisode est assez soft comparé au premier. Albert retrouve Sylvia qui lui avoue tout. Son père tente de partir avec elle, mais Albert lui propose d'élever l'enfant ensemble. Les deux pères se battent, Albert propose à Sylvia qui s'est cachée de s'enfuir, il essaie d'amasser des sous pour le départ, mais au même moment, le type au masque débarque pour s'en prendre à Sylvia. Albert vient la secourir et tout se termine avec l'arrivée des deux pères qui tirent sur l'agresseur, le tuant sur le coup. Sylvia fait une grosse chute, mais reprend connaissance plus tard dans la soirée, et tout est bien qui finit bien. La deuxième partie est clairement plus sur de la fiction qu'autre chose. Le méchant meurt, l'histoire se finit bien, du moins en théorie. On ne sait même pas ce qui s'est passé avec l'enfant derrière, on ne sait pas quelles ont été les conséquences, quelles ont été la suite de l'histoire. Et dites-vous d'ailleurs qu'à la base, la fin était bien plus différente de celle-ci. Sylvia devait tomber de l'échelle mais ne devait pas y survivre, sauf que les showrunners ont changé la fin pour un happy end, pour surtout éviter qu'il y ait un scandale derrière, quoi. Sylvia reste encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus sombres de la série, La Petite Maison dans la Prairie, et qui a quand même tout de même connu son lot de gros épisodes, hein. Il y a eu des épisodes sur la maladie, sur la mort, tout ça, mais c'est considéré comme le pire d'entre eux. Family Guy, Peter Eastman. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, ne serait-ce que de nom, ce qu'est Family Guy. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série d'animation américaine humoristique très proche des Simpsons dans son esthétique, qui date de 1999. Oh, moi, et j'aurais qui dit est encore American aujourd'hui diffusée. Dad, La série suit ça les se aventures de la rapproche. famille Griffin, une famille complètement tarée qui ont tous leur caractère propre à eux. En 2010, un épisode est diffusé du nom de Peter Eastman. On y suit alors le père de la famille Griffin qui est devenu paparazzi malgré lui, après avoir pris des images d'une star contre son gré. Et la situation va vite évoluer quand sa nouvelle patronne se trouvera très tactile et très insistante à son égard au sein même de son travail. Peter ira même jusqu'à en parler à sa femme, qui lui répondra ceci. Your father was sexually harassed at work today. What? That's right. Angela grabbed my ass. So what? Peter, a woman can't sexually harass a man. Why not? I don't know. It just doesn't make any sense. I mean, guys like being touched by women. It's not harassment if you like it. Ils
ont décidé de promouvoir Pierre alors que je fais 3 fois plus de ventes que lui. Mais Pierre, il a fait une grande école. Oui, mais moi j'ai 10 ans d'expérience. Mais pas de grande école. Avec Indeed, rencontrer un employeur qui valorise les compétences, pas juste les diplômes. Ok, mais t'as pas sorti la poubelle. T'as qu'à demander à Pierre. Like it. But I didn't like it. Tu es un homme, ce n'est pas un problème. C'est là tout le topo de l'épisode. Peter se fait littéralement harceler sexuellement au travail et décide d'en parler à sa femme qui lui sort cette phrase. Et c'est, je trouve, un épisode assez intéressant puisque le harcèlement au travail, ça touche tout le monde, que ce soit homme ou femme. Et l'épisode aborde en plus une version différente du harcèlement sexuel au travail puisqu'il inverse les rôles, entre guillemets. En effet, si on fait une grosse et très vulgaire généralité, l'homme se plaît d'avoir des femmes qui puissent leur faire des avances, des rapports sexuels, etc. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, il en résulte que le harcèlement sexuel masculin n'existe pas. Les avances sexuelles et le harcèlement au travail, ça touche les deux côtés. Une femme comme un homme est susceptible de subir des agissements sexuels de la part des collègues ou de supérieurs au travail. J'ai personnellement choisi de le garder dans l'iceberg parce que je considère que c'est quelque chose qui existe et qui doit être également combattu en plus du harcèlement et des avances sexuelles faites aux femmes. Batman, The Animated Series, Mad Love. L'une des séries les plus emblématiques de la télévision a eu son lot d'épisodes controversés également. L'épisode en particulier que je vais aborder parle d'un sujet super joyeux. Ah, au fait, quand je dis je suis d'accord dans le fait que il n'y a pas que les hommes qui peuvent agresser les femmes. Il y a les femmes qui peuvent agresser les hommes, voire même les deux. Violence conjugale. L'épisode Mad Love nous met pratiquement dans la peau d'Harley Quinn. Je dis bien pratiquement parce que c'est surtout concentré sur sa vision du monde plutôt que du reste. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Harley Quinn, je vais vous la raconter, mais c'est globalement le plot de l'épisode. Harleen Quinzel est une psychiatre qui a été chargée du Joker quand celui-ci était à l'hôpital psychiatrique d'Arkham. Il s'avère qu'au fur et à mesure des séances, elle tomba folle amoureuse de lui et devint alors Harley Quinn, une psychopathe avec un réel pet au casque, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'épisode, donc, Joker essaye d'assassiner le commissaire Gordon. Cependant, Batman débarque pour mettre fin à tous ses plans et Joker retourne alors dans son trou très frustré. Harley essaye de relaxer Joker, mais celui-ci menace de la tuer si elle continue, et on va s'arrêter là pour résumer, parce que de toute manière, c'est tout le point, on va dire, de l'épisode. L'épisode aborde très clairement les violences conjugales et les menaces de mort en y allant vraiment de manière crue et sans filtre. Une fois de plus, on est là sur un sujet à ne surtout pas prendre à la légère, puisque je vous apprends rien en vous disant que c'est trop commun dans notre société, des centaines de milliers de femmes sont touchées par ça. Donc oui, on va éviter si vous voulez. Dinosaur, Changing Nature. La série Dinosaur est une série de Muppets diffusée entre 91 et 95. Elle est connue pour son humour, sa légèreté et sa critique de la société de consommation. En 1995 sort le dernier épisode de la série appelé Changing Nature. Le plot est assez simple. La famille principale de la série découvre qu'une catastrophe climatique est inévitable. Le ton de l'épisode est très humoristique, mais extrêmement cynique quand on connaît le vrai fond. Ils sont tous voués à disparaître, et ils le savent. La fin de l'épisode est d'autant plus dramatique. On y découvre la famille dans leur maison, dans le froid. Le père s'excusant de ne pas avoir pris assez soin de la planète. Bien sûr, l'épisode entier est une métaphore du changement climatique et bien sûr une référence directe à l'extinction des dinosaures. Je vais encore me répéter, mais je vous encourage fortement à aller voir l'épisode parce qu'il en vaut le détour. En plus de ça, c'est un sujet qui nous concerne tous, les changements climatiques, donc n'hésitez pas. Ok. On va parler là de l'un de mes épisodes préférés, toutes séries télé confondues. Fresh Prince of Bel-Air. Papa's got a brand new excuses. Je voulais terminer cette partie et cette première vidéo avec cet épisode parce que le sujet, je le connais bien. C'est un épisode qui me parle puisque tout simplement c'est quelque chose qui m'affecte moi personnellement. La vie sans père. C'est la première fois que je vais réellement aborder ma vie privée sur YouTube. Mais avant tout, on va juste parler de l'épisode en lui-même. La série du Prince de Bel-Air est une série américaine des années 90 qui met en scène Will, incarné par Will Smith, un jeune garçon passionné de rap qui part habiter chez son oncle et sa tante à Bel-Air, je crois en Californie, si je dis pas de bêtises. Là-bas, il lui arrivera moult mésaventures et c'est majoritairement le plot de la série. Cette série-là a eu un très grand succès dans les années 90 et c'est également celle qui lancera la carrière de Will Smith. Elle aborde des sujets assez importants comme la place des peuples afro-américains dans la société, la famille, la dépression et la peur de grandir. C'est une série donc relativement mature dans son propos et étant à la base une sitcom, les épisodes sont surtout vus à but humoristique. Dans l'épisode, on y découvre un homme qui se dit être le père de Will, qui était parti quand il était plus jeune. Will est totalement fou à l'idée de retrouver son père et les deux passent une journée incroyable ensemble. Son père lui promet même de l'emmener avec lui, mais au moment de prendre ses affaires, il constate que son père est très sur la défensive et quitte alors la maison, laissant une fois de plus son fils seul. Du moins pas totalement, puisque son oncle, joué par le regretté James Avery, essaie de le réconforter. You know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. I'm gonna be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. Uncle
come you don't want me, man? Will sort alors toute sa rage et dit à son oncle qu'il ne veut pas être le père qu'il a été pour lui et fond en larmes dans ses bras. La scène est violente, réelle, poignante et l'épisode se termine là-dessus. Cet épisode est sûrement l'épisode de série qui me parle le plus, n'ayant moi-même pas connu mon père, forcément je m'y retrouve dans le personnage de Will, notamment à ce moment-là. Voir tous ses espoirs s'envoler alors que tu pensais avoir retrouvé un de tes piliers de famille, c'est juste déchirant pour certains et ça te marque, clairement à vie, quoi. Voilà pour cette troisième partie de l'iceberg, et vu la longueur de la vidéo, Voilà, c'est fini, parce que là, il reste qu'une minute, mais c'est la fin, donc voilà. Donc, honnêtement, Eldo, t'as super bien expliqué. Je pense que je ferai la réaction, la vidéo réaction de ta deuxième partie de vidéo, dans la soirée. Et puis voilà. Et comme ce que j'ai mis, mon coup de cœur en dessin animé, c'était Adventure Time. Voilà, bye bye mes rockstars.